passé à l'international. C'est une véritable gifle envoyée par les parlementaires israéliens à la communauté internationale. Hier, la Knesset, le Parlement israélien, a voté à une écrasante majorité en faveur d'un projet de loi visant à interdire les activités de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens en Israël. Un texte approuvé par 92 voix contre 10, malgré les objections des États-Unis et de l'ONU. Les députés israéliens accusant certains employés de l'UNRWA d'avoir participé à l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023 et d'être ainsi des combattants du mouvement islamiste palestinien. Problème, l'État hébreu considère Jérusalem-Est comme étant en Israël. Or, c'est dans cette partie de la ville sainte, annexée et illégalement occupée par l'État hébreu, que se trouve le siège de cette agence de l'ONU, qui va donc devoir cesser ses activités. Suite à l'adoption de ce texte, les réactions d'indignation de la communauté internationale ne se sont pas fait attendre. L'interdiction des activités de l'UNRWA en Israël crée un dangereux précédent, a déclaré sur X le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini. Après le vote du Parlement israélien, l'Irlande, la Norvège, la Slovénie et l'Espagne ont condamné dans un communiqué commun le vote au Parlement israélien qui crée un précédent très grave pour le travail des Nations Unies. Quant au chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il a dénoncé sur X une décision intolérable qui aura des conséquences dévastatrices. Toujours à l'international, mais cette fois-ci en Géorgie, les manifestants se mobilisent contre le rêve russe. Hier, des milliers de manifestants se sont rassemblés contre le parti au pouvoir en Géorgie. La présidente pro-occidentale, Salomé Zourabichvili, a dénoncé un système sophistiqué de fraude ayant permis, selon elle, au parti Rêve géorgien d'emporter les législatives. Cette fraude relève de la mise en œuvre d'une méthodologie russe, a dit la présidente lors d'un entretien avec l'AFP. Dirigé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili et gouvernant la Géorgie depuis 2012, Rêve géorgien est accusé par l'opposition de s'être engagé dans une dérive autoritaire pro-russe. Quelques jours après que l'agence de notation Moody's a décidé de maintenir la note de crédit de la France à AA2, mais en abaissant sa perspective à négative, les marchés obligataires français étaient scrutés de très près hier. Et alors que ce changement de perspective annonce, en théorie, un abaissement prochain de notation si rien n'est fait par les autorités compétentes, hier, les marchés obligataires français ont dans l'ensemble été plutôt calmes. Le rendement de l'OAT à 10 ans a même fini sur une note négative puisqu'il a reculé d'un peu plus de 4 points de base pour clôturer sous les 3% à 2,999%. Je vous rappelle que dans sa note publiée vendredi dernier, Moody's justifie ce changement de perspective par le risque grandissant que le gouvernement ne soit pas en mesure de mettre en place des mesures destinées à limiter le déficit budgétaire et la détérioration de la dette du pays. Dans cette mesure, ce n'est pas un appel mais un cri lancé par Boeing au marché financier. Le constructeur aéronautique et aérospatial américain se prépare en effet à lever environ 19 milliards de dollars sur les marchés, avec pour objectif notamment de rembourser sa dette, renforcer sa trésorerie et réaliser des investissements. En parallèle, il a négocié de nouvelles lignes de crédit avec un consortium de 4 banques américaines, Citibank, Bank of America, Goldman Sachs et JP Morgan, pour un total de 10 milliards de dollars supplémentaires, plombés par des problèmes de production, un conflit social qui s'éternise et une image de marque détériorée par des scandales à répétition. L'avionneur cherche ainsi à recouvrer la confiance des investisseurs. En outre, selon le Wall Street Journal, Boeing pourrait se débarrasser de ses activités spatiales. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et une chose est certaine, la convergence des incertitudes à laquelle les marchés financiers vont être confrontés ces prochains jours va rendre les investisseurs, disons, nerveux. Tout d'abord, sur le front de la microéconomie, la semaine sera extrêmement dense puisque plus de 150 sociétés du S&P 500 vont publier leurs résultats, avec en fer de lance 5 des 7 manières
magnifique. Or, pour ceux à qui il est encore nécessaire de rappeler l'importance de ces publications, eh bien, sachez que ce groupe est composé des plus grandes entreprises américaines en termes de capitalisation boursière. Elles pèsent 23% du S&P 500 et selon FactSet, elles délivreront la quasi-totalité de la croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre. En France, les bancaires seront dans l'œil des investisseurs. Sur le front de la macroéconomie, la semaine sera également chargée. Aux États-Unis, les investisseurs surveilleront tout à la fois la seconde estimation du PIB au T3, le niveau de confiance des consommateurs, la profondeur et la robustesse du marché de l'emploi avec le rapport ADP et JOLTS, avec les rapports ADP et JOLTS, et enfin, en point d'orgue, l'indice PCE pour septembre, qui est celui privilégié par la Réserve fédérale américaine. En zone euro, les PIB allemands et français seront surveillés de près, tout comme les mesures d'inflation. Enfin, en Asie, le PMI manufacturier chinois sera dans l'objectif des financiers, tout comme la décision de politique monétaire de la Banque du Japon sur fond de baisse du yen. Enfin, sur le front géopolitique, à une semaine pile des élections américaines dont l'issue s'annonce serrée et contestée, le conflit au Proche-Orient sera également à surveiller. La détermination des belligérants à se défendre semblant ne pas avoir de limite alors que l'Iran a promis une réponse appropriée après la riposte d'Israël samedi dernier. Et puis pour finir en beauté, rappelons que Vladimir Poutine espère que l'Occident a entendu ses mises en garde sur le potentiel feu vert accordé à l'Ukraine de frapper en profondeur le territoire russe. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont commencé la semaine sur une note positive, le moral des investisseurs porté par Wall Street ainsi que par la décision de Tsahal d'épargner les installations pétrolières et nucléaires iraniennes lors de ses frappes de samedi dernier. À Paris, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,79% à 7556 points tirés par Vinci, Kering et Danone. À Londres, le FTSE s'est apprécié de 0,45% à 8285 points malgré les inquiétudes sur le budget et la chute des prix du pétrole. Enfin, à Francfort, le DAX s'est apprécié de 0,34% à 19 529 points. Une configuration technique qui ouvre peut-être la voie vers les 19 650 points, dernière étape, avant les 20 000 points à Wall Street. Alors que plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 a déjà publié leurs résultats du troisième trimestre et qu'environ les 3/4 d'entre elles ont dépassé les attentes du consensus selon FactSet, les principaux indices actions ont clôturé dans le vert hier. Le Dow Jones a pris 0,65% à 42 387 points. Le S&P 500 a gagné 0,27% à 5 823 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé de 0,26% à 18 567 points. En Asie ce matin, dans le sillage de Wall Street est porté par la faiblesse du yen. Le Nikkei a gagné 0,77% à 38 903 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements sont restés stables hier. Le 10 ans allemand a reculé de moins de 1 point de base à 2,2885% quand le rendement à 2 ans a lui cédé 1,5 point de base à 2,133%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor à 10 ans américains était en passe de réaliser une troisième séance consécutive de hausse, en passant de 4,266 à 4,3%. Le 2 ans américain était en cours pour signer une 8e séance consécutive de hausse à 4,153%. Les marchés obligataires américains en hausse tirés par la perspective d'une victoire de Trump, mais également parce que la Fed pourrait ralentir ses baisses de taux. Enfin, sur le marché du pétrole, alors qu'Israël ourdissait sa riposte depuis des semaines, son armée a frappé plusieurs sites militaires iraniens samedi dernier, des frappes qui n'ont heureusement pas visé les infrastructures pétrolières iraniennes. Une diminution de la prime géopolitique qui amène les opérateurs à se reconcentrer sur les fondamentaux et notamment la faiblesse de la demande chinoise. Les prix ont donc dévissé hier. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a chuté de 6,0
0,9% pour clôturer à 71,42 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, il a lui cédé plus de 6% à 67,38 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 29 octobre 2024 du live de TV Finance. Et juste après, comme convenu, comme promis, comme vous en avez désormais l'habitude, nous retrouverons Hervé Dupré pour un commentaire de l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.